Mesdames et messieurs, chers amis, Thierry Breton n'est pas invité au FIC, il y est chez lui. Il y est chez lui car l'idée du FIC est née il y a maintenant une vingtaine d'années lorsque nous travaillions sur un rapport sur la cybercriminalité et je dois dire que cette idée décloisonnée de faire travailler ensemble les uns et les autres est née à ce moment-là, d'où la jeunesse du FIC. Sans plus tarder, je voudrais l'accueillir et lui remercier d'être parmi nous ce soir, fidèle. L'an dernier, c'était le Cyber Solidarity Act. Cette année, monsieur le commissaire, qu'allez-nous vous annoncer? Bonjour mon général, bonjour à toutes, bonjour à tous. Quelle introduction, quel plaisir d'être introduit par Agnès Diallo. C'est formidable Agnès, là. Vous avez fait un travail, je ne sais pas où vous avez été formé, mais vous avez vraiment, visiblement, vous avez formidablement su bénéficier de votre parcours riche. On est très heureux de vous avoir en tout cas avec nous, évidemment, travaillant pour l'Europe. Et vous l'avez bien tous compris, hein, les 750 millions, hein, vous l'avez dit au moins 4 fois, de voyageurs qui viennent et qui ont raison de venir en Europe pour découvrir notre continent. Je voudrais vous dire d'abord que je suis vraiment très heureux d'être, ben oui, une fois de plus, mon général, parmi vous aujourd'hui. C'est un rendez-vous, en fait, vous avez fait quelque chose quand même d'assez extraordinaire. Un rendez-vous incontournable de la cybersécurité, à la fois en France, en Europe, mais même dans le monde. Et c'est vraiment cette reconnaissance que d'abord je viens de saluer, parce que c'est tout à fait exceptionnel que vous ayez réussi à faire ceci et à attirer toutes celles et tous ceux qui travaillent pour protéger notre espace informationnel. Et Dieu sait qu'il y a du travail. Alors la thématique cette année, c'est la cybersécurité à l'ère de l'intelligence artificielle. Et je dirais que c'est un sujet évidemment qui nous est cher, mais qui met particulièrement l'Europe à l'honneur. Alors pourquoi l'Europe à l'honneur? Ben, tout simplement parce que depuis maintenant bientôt 5 ans que je suis commissaire, ceux qui suivent le travail que nous avons fait avec mes équipes au sein de la Commission et en Europe d'une façon générale, ça a consisté, en ce qui concerne l'espace informationnel et l'espace numérique, à bâtir précisément cet espace intérieur, cet espace informationnel, ce marché intérieur qui était jusqu'à présent, tout le monde le dit, je le dis ici à Lille, et ça résonnera évidemment pour certains, Jacques Delors, et c'était l'un de nos plus beaux atouts, ce marché intérieur, qu'il avait contribué du reste à bâtir. Eh bien, ce marché intérieur, il existait pour les produits, pour les services, pour les personnes, mais pas pour tout ce qui concerne l'espace numérique. On était un marché numérique fragmenté, totalement fragmenté, avec 27 États membres, 25 pays, 27 frontières numériques, 27 lois, bien souvent, autorités aussi pour essayer de les réglementer au niveau national, et évidemment ça ne marchait pas. Et donc on a clairement mis en place l'ensemble de ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir un véritable marché unique informationnel, avec des règlements qui sont tous aujourd'hui... Alors des règlements, comme vous savez, ce sont des lois, c'est dans notre jargon. Il y a 2 types de lois au niveau communautaire, les règlements et les directives. Les directives, évidemment, c'est des lois qui sont votées par les co-législateurs, le Parlement d'un côté et le Conseil européen. Je rappelle toujours, le Conseil européen, c'est notre Sénat à nous. C'est exactement, ce sont 2 chambres qui sont des chambres. On est un système bicaméral, nous sommes une démocratie continentale bicamérale et qui repose évidemment sur le Parlement européen qui représente le peuple, si on peut dire, et notre Sénat à nous, le Conseil, qui représente les États. C'est le cas aux États-Unis, c'est le cas en France, c'est le cas dans toutes les grandes démocraties bicamérales. Et les directives qui sont votées ou les règlements sont nos lois. Les directives, eh bien, il faut ensuite les faire valider par l'ensemble des parlements nationaux. Et les règlements, ce sont des lois d'application directe qui vont s'appliquer sur l'ensemble du continent dès que celles-ci sont votées par les co-législateurs. Et tout ce que j'ai fait en matière de numérique, ce sont des règlements pour que ce soit d'application directe et qu'il n'y ait plus précisément de différence entre les États et qu'il y ait des mêmes règles pour tous, partout.
On n'a plus besoin d'aller dans tel État, en Irlande, à Malte, au Luxembourg, en France ou que sais-je, pour avoir des lois qui seraient peut-être plus favorables aux acteurs du numérique. Désormais, c'est partout pareil, c'est harmonisé, c'est uni. Et on a surtout des règlements qui maintenant nous permettent d'organiser notre espace informationnel, que ce soit en ce qui concerne la sphère sociale, avec le DSA, que ce soit les règlements qui nous permettent désormais d'avoir une compétition juste, le DMA, qui décide de la façon dont on va pouvoir se partager les données qui sont émises, les données industrielles, qui sont évidemment la grande affaire des années qui viennent pour créer de la richesse, pour créer de l'innovation, pour créer des services. C'est sans aucune commune mesure avec les données personnelles qu'on a pu générer au cours des 20 dernières années. Et donc, il fallait s'organiser pour savoir, là encore, dans l'état de droit où nous sommes, qui pourra utiliser comment ces données, qu'elles soient du reste issues de la sphère publique, avec le DGA, ou de la sphère privée, avec le Data Act. Et puis enfin l'acte dernier, qui est la loi sur l'intelligence artificielle, qui nous permet d'avoir une loi qui était une première au monde, comme tout ce qu'on a fait du reste, ce ne sont que des premières au monde, pour limiter les risques, en tout cas calibrer les risques de l'usage de l'intelligence artificielle partout en Europe. Alors ça, évidemment, c'est ce que nous avons fait, mais on n'est pas sans savoir tous ici, évidemment, que si on est, évidemment, le marché intérieur qui est le plus attractif au monde, je rappelle souvent, parce que j'aime bien les chiffres, comme ceux qui me connaissent le savent, j'aime bien les chiffres et j'aime bien tenir mes engagements. C'est toujours ce que j'ai fait toujours dans ma vie. Et les chiffres qui sont ceux de l'Europe, c'est quand même un continent de 450 millions d'habitants. C'est-à-dire qu'on est 1,5 fois plus grand que les États-Unis, je le rappelle, parce que c'est important, et on est 1,5 fois plus important en termes de marché donc numérique que les États-Unis. Ça nous donne évidemment un certain positionnement, mais ça nous donne aussi des devoirs, et notamment, c'est pas, je dirais, une honte, c'est même pas un hasard si on est les premiers au monde à organiser notre espace informationnel, tout simplement parce que nous sommes les plus grands. Et on n'est pas là tout simplement pour réguler, pour le plaisir de réguler, on est là pour organiser. Et c'est du reste ce que doivent faire les acteurs politiques. Les acteurs politiques sont là pour organiser la vie dans les différents espaces où nous pouvons opérer, et c'est clairement ce que nous avons fait. Il n'en demeure pas moins que évidemment, de plus en plus, on voit aujourd'hui des menaces quotidiennes dans notre espace informationnel, qui est l'un des espaces. Alors on appelle ça dans le jargon militaire, il y a beaucoup de militaires ici, et je les salue parce qu'ils travaillent maintenant dans cet espace, ce nouvel espace qu'il s'agit de protéger, qu'il s'agit de défendre également, dans lequel il s'agit aussi de mener des opérations. Cet espace, c'est un espace dit contesté. Il y a 4 espaces contestés, évidemment, au-delà de l'espace territorial classique que l'on doit défendre, et notamment lorsqu'on est un militaire. Ces espaces contestés sont des espaces qui dépassent le cadre territorial qui est de la responsabilité des États. Il y a d'abord le spatial, c'est un espace contesté, évidemment. Donc il faut qu'on s'organise là pour le défendre. On l'a fait, et je l'ai fait avec la constellation Harry Square. On pourra en reparler si vous voulez. Il y a l'espace cyber, et c'est précisément ce dont on va parler ce soir, et qu'il faut protéger. Il n'y a pas un seul pays en Europe qui peut protéger tout seul le spatial. Il n'y a pas un seul pays en Europe qui peut protéger tout seul le cyberespace. Par définition, s'il est contesté, c'est que les frontières sont mouvantes. C'est qu'elles ne sont pas qualifiées, du reste. Et que donc, il s'agit de le protéger dans un autre environnement, avec d'autres moyens. Il y a évidemment l'espace aérien. Et puis, le 4e espace, c'est l'espace maritime. On a la plus grande zone exclusive au monde. Il s'agit aussi de la protéger. Et la boussole stratégique que nous avons mis en place il y a 2 ans maintenant, qui est notre livre blanc de la défense, avec le haut représentant de la Commission, mon ami Josep Borrell, puisqu'on se partage tous les deux la responsabilité de la défense au niveau européen. Moi, c'est en ce qui concerne les industries de défense, et lui, c'est en ce qui concerne, je dirais, les éléments de souveraineté qui sont plus évidemment de la main des États, puisqu'il représente les États. Eh bien, nous avons, dans cette boussole, à 27, défini comment il s'agissait désormais de protéger ces espaces contestés, et dans ces espaces contestés, celui dont on va parler ce soir, évidemment, c'est-à-dire le cyberespace. Alors, si vous le permettez, au fond, la période s'y prête, puisque le 9 juin, nous aurons des élections européennes, donc on est à la fin d'un mandat. Donc, je vais rapidement, peut-être, vous rappeler
progressivement, pas à pas, de façon méticuleuse mais déterminée, réalisé, fait pour bâtir désormais une architecture de sécurité en matière de cybersécurité à tous les niveaux dans cet espace contesté dont je viens de rappeler les contours. Alors tout d'abord, en 2019, on a vraiment pris un engagement, j'en avais parlé du reste ici lorsque vous m'aviez invité, qui était de nous donner les moyens de faire ce que vous connaissez tous en matière de cybersécurité, c'est-à-dire de prévenir, de détecter, de décourager, de contrer aussi les cyberattaques de l'Union, de ses États membres, mais aussi de ses infrastructures critiques, de ses entreprises, et évidemment de nous tous, de nos 450 millions de concitoyens européens. Prévenir, détecter, décourager, contrer, c'est vraiment ce que l'on fait en matière de cybersécurité lorsqu'on travaille sérieusement dans ce domaine. Alors, quelques éléments qui ont été des éléments qui ont un peu des éléments qui nous ont permis de changer d'échelle, mais aussi de dynamique, et de faire comprendre, là encore, à nous tous, chacun respectant. Vous savez, le rôle d'un commissaire, c'est de faire beaucoup de gouvernance. Il y a des choses qu'on fait, il y a des choses qu'on ne fait pas parce qu'elles sont à la main des États, il y a des choses qui sont faites au niveau communautaire parce qu'on mutualise pour être plus fort ensemble. Il faut toujours avoir ces règles de gouvernance extrêmement claires dans sa tête pour ne pas commettre d'impair et pour pouvoir au contraire aligner et faire avancer l'ensemble des parties prenantes dans le même sens. D'abord, ça a été la directive Nice qui a été révisée en Nice 2, vous la connaissez tous évidemment. Elle vient désormais avec un champ qui est modernisé, plus large, des règles qui sont beaucoup plus claires, des outils aussi qui sont plus adaptés à la surveillance qui est beaucoup plus robuste. Et puis on travaille évidemment maintenant. Alors, la directive, c'est une directive, c'est pas moi qui l'ai faite, donc c'était une directive, c'est un héritage. Donc évidemment il faut que les États maintenant les transposent, les directives en droit national. C'est plus long, mais c'est en cours. Et Nice 2 est très importante parce qu'elle elle jette les bases sur quelque chose qui est très important, qui m'est cher, mais qui est cher à vous tous, évidemment, qui travaillez dans le domaine de la cybersécurité, de la cyberdéfense. C'est évidemment une coopération accrue. Il faut avoir des coopérations spécifiques en matière de cybersécurité. On sait que la coopération, l'échange d'informations pertinentes avant de qualifier des attributions ou de prendre les décisions est absolument essentiel. Donc là, on met des règles qui sont des règles un peu plus précises, qui respectent encore une fois les contraintes qui sont celles dans lesquelles nous opérons, et notamment celles de souveraineté des États membres, entre du reste les pouvoirs publics, mais aussi le secteur privé. Alors évidemment, il faut aussi, et ça c'est quelque chose qui est très important, dans le monde qui est le monde d'aujourd'hui, il fallait, et j'en ai parlé évidemment l'année dernière, c'est fait désormais, je le dis souvent, vous connaissez évidemment les termes de surface d'attaque en matière de cybersécurité. Alors lorsque les données sont localisées dans des data centers, dans des lieux de traitement, y compris du reste dans le cloud, des clouds spécifiques, bon les surfaces d'attaque, ce sont ces lieux qui abritent les données, qui les traitent, qui les travaillent, et on sait qu'il faut les protéger, et on se donne les moyens, on en parlera tout à l'heure notamment avec des SOC spécifiques, mais la surface d'attaque, elle est à peu près, en tout cas, identifiée. C'est aussi nos infrastructures, ce sont nos infrastructures critiques. Voilà, donc là, il faut s'organiser. Mais maintenant, on est rentré dans une nouvelle dimension, si vous le permettez. C'est tout simplement avec l'Internet des objets, et avec la prolifération, au fond, de produits qui contiennent des capacités de traitement d'informations spécifiques conformément à l'usage qu'on veut donner à ces produits. C'est un réfrigérateur, c'est un sèche-cheveux, c'est un véhicule connecté, c'est enfin tous les produits qu'on utilise aujourd'hui, peu ou prou, ont maintenant des semi-conducteurs, des processeurs qui vont traiter des données spécifiques, souvent très spécifiques, mais il n'en demeure pas moins qu'elles sont bien souvent, maintenant quasiment toutes, connectées également, pour pouvoir tirer un meilleur bénéfice de l'usage auquel elles sont destinées, ou ils sont destinés. Et évidemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque produit devient un point d'entrée potentiel en matière de cybersécurité. Et donc, quelque part, on est passé d'un monde
sans peut-être s'en rendre compte, où on avait des surfaces d'attaque qui étaient à peu près déterminées, donc peut-être plus faciles à protéger, je mets des guillemets, à un monde où chaque point de l'Union, de notre continent, qui est encore une fois, je le redis, le plus grand continent du monde libre, d'autres continents plus grands que nous ne qualifient pas exactement de monde libre, ils ont d'autres façons de traiter ces aspects des choses, je pense en particulier à la Chine, et évidemment, là, chaque point de l'espace de l'Union devient donc un point d'entrée potentiel, et donc la surface d'attaque, c'est l'Union tout entière. Et là, ça change totalement les choses. Et c'est dans ce contexte que nous avons mis en place donc cette législation qui a été rappelée tout à l'heure, qui est le CRA, le Cyber Resilience Act, qui est la toute première législation mondiale, donc à l'échelle de l'Union européenne, qui nous permet d'avoir des exigences pour vérifier que chaque produit qui va rentrer dans l'Union a des spécifications et des qualifications particulières en fonction donc des usages qu'elle va pouvoir faire d'interconnexion par rapport à ce que comporte ce produit. Alors on le fait, moi je suis commissaire au marché intérieur par ailleurs, et donc ma responsabilité c'est aussi que tous les produits qui rentrent dans l'Union ou qui, je dirais, sont échangés, commercés à travers l'Union, répondent à des spécifications spécifiques. Par exemple, pour des jouets, voilà, on peut pas avoir n'importe quelle matière, il y a des spécifications de sécurité, mais pour l'ensemble des produits que nous utilisons, nous avons des spécifications. Alors je vais utiliser un gros mot, des normes, mais ce sont des normes qui ont été faites par nos prédécesseurs pour précisément garantir, je dirais, au sein de l'Union, de la sécurité d'usage. Évidemment, on est ouvert, on est un continent ouvert, mais à nos conditions, et de plus en plus, je ne cesse de le dire, comme vous le savez, c'est pas parce qu'on est le premier continent pour opérer qu'on doit être les plus naïfs, donc on met maintenant un certain nombre de règles à respecter pour ceux qui vont vouloir bénéficier de ce marché intérieur, et en particulier en matière de cybersécurité. Et ça a été le Cyber Resilience Act, qui est vraiment quelque chose de très nouveau. J'en discute beaucoup maintenant avec nos amis américains, ils vont essayer de faire un peu la même chose. Ils nous envient aussi notre capacité à finalement pouvoir faire voter des lois, parce que comme vous savez, aux États-Unis, depuis maintenant plusieurs années, on ne peut plus voter de loi. C'est une démocratie qui est ce qu'elle est. C'est la première démocratie aussi alliée. On est très alliés avec les États-Unis d'Amérique, mais force est de constater que c'est compliqué de faire travailler une démocratie continentale. C'est compliqué. Et aujourd'hui, celle qui est la nôtre en Europe, elle fonctionne mieux que celle des États-Unis. Je suis le premier à le regretter, mais je vois qu'ils n'arrivent pas à faire passer une seule loi. C'est compliqué de faire passer des lois, hein, mais on y arrive. On y arrive, et donc tout ce qu'on a fait, on le fait aussi en échangeant ensuite nos expériences, notre capacité à le faire, les retours d'expérience aussi avec nos alliés dans le cadre de Digital Partnership. Je viens d'avoir dirigé cet après-midi le Digital Partnership que nous avons avec la Corée, on en a avec le Japon, on en a avec le Canada, on en a avec les États-Unis, on échange beaucoup sur ces questions. J'espère que les États-Unis pourront mettre en place également l'équivalent du CRA, parce qu'évidemment, c'est important aussi pour eux. Ça s'applique au matériel, ça s'applique aux logiciels qui vont couvrir le développement des produits, mais aussi leur cycle de vie. Et on pourra mettre aussi, pour ceux qui peuvent rentrer sur l'Union européenne, le fait qu'on a qualifié la rentrée potentielle par rapport au risque que ces produits peuvent faire courir en matière de cybersécurité et de porte d'entrée. On a effectivement poursuivi tout ça, vous le savez, on avait fait, j'en avais parlé déjà ici, on avait travaillé beaucoup sur les réseaux 5G, parce qu'évidemment, avant de discuter de l'IoT, c'est-à-dire des composants eux-mêmes, des produits eux-mêmes, il y a évidemment les réseaux, les infrastructures, et comme vous le savez, on a eu des discussions qui ont été des discussions très nourries en ce qui concerne la sécurisation de nos réseaux 5G, en particulier évidemment avec des constructeurs qui peuvent utiliser des composants dont nous devons vérifier qu'ils correspondent à nos propres critères de sécurité, et c'est dans ce contexte qu'on avait mis en place. C'est aussi un élément de cybersécurité, c'est pour ça que je le cite, on appelle ça dans notre jargon la 5G Toolbox, c'est-à-dire la boîte à outils 5G,
où chacun des États membres s'est engagé donc à faire respecter les critères de sécurité que nous imposons aux fournisseurs d'infrastructures pour ces réseaux critiques, évidemment. Il est évident que si on ne cite évidemment pas d'entreprise, puisque par définition nous ne faisons pas d'ostracisme, je l'ai redit, nous sommes un continent ouvert, mais nous mettons maintenant de plus en plus de conditions pour permettre à ceux qui vont vouloir bénéficier, ou pouvoir bénéficier, ou vouloir bénéficier de notre continent et de notre marché, eh bien des conditions, y compris de sécurité, y compris de cybersécurité. Vous savez du reste que dans ce domaine, en petite incise parallèle, nous avons pris l'engagement en tant que commission de prendre des mesures pour éviter que nos communications ne soient exposées aux réseaux mobiles utilisant Huawei ou ZTE. On le reflète également pour l'ensemble des programmes et instruments de financement pertinents à l'Union européenne. Ça, c'est pour donc les infrastructures, les 5G. Si je parle des infrastructures, il faut évidemment parler des câbles sous-marins critiques. Ça reste évidemment une priorité pour nous. Donc cette protection, on pourra en reparler. On a des projets très avancés sur ces questions, mais qui sont absolument majeurs. Alors maintenant, un petit mot sur... Je vais poursuivre le panorama. Donc là, on a fait un peu un panorama sur global, holistique, le marché numérique. C'est un marché évidemment très prometteur. C'est un marché où maintenant tout le monde a les mêmes règles. C'est un marché où on va pouvoir utiliser enfin la profondeur de l'Europe, les 450 millions. Il n'y a plus de barrières. C'est vrai pour tout le monde. Il n'y a qu'un seul régulateur, il n'y a qu'une seule loi. Et ça va évidemment libérer énormément la capacité d'innovation et puis aussi le bénéfice que l'on a lorsqu'on est une start-up, lorsqu'on est une entreprise, lorsqu'on est une PME, de pouvoir bénéficier de ce marché numérique unique et qui était du reste l'une des raisons pour lesquelles on a raté la première vague, je dirais, des innovations informationnelles qui a donné lieu ensuite à la création des GAFA, partie uniquement sur les données personnelles, parce qu'évidemment, il y avait un marché de 330 millions de iceballs x2 aux États-Unis, et nous, on était fragmentés. On n'a pas eu la profondeur de ce marché. On n'a donc pas pu saisir, donc, je dirais, la première vague donc, de l'exploitation des données personnelles. Cette deuxième vague maintenant, celle de la mise, je dirais, en relation, en connexion et aussi de l'usage des données industrielles sera encore plus puissante et c'est la raison pour laquelle il fallait absolument qu'on fasse ce travail. Donc ça, c'était la vision holistique. Alors maintenant, un point, si vous voulez, dans cette deuxième petite partie que je voudrais évoquer avec vous, sur des aspects plus spécifiques qui correspondent à la politique de cyberdéfense. Alors la cyberdéfense, évidemment, là, il faut d'abord commencer à dire des choses un peu générales mais importantes. On doit assumer davantage de responsabilités en ce qui concerne notre propre sécurité et on ne peut plus dépendre de quiconque et de tierces. Je ne cesse de le dire, vous le savez, c'est mon combat depuis que je suis à la Commission. Pas de naïveté, évidemment, on n'est pas... on ne va pas faire tout seul, c'est une évidence. L'Europe n'est pas un continent fermé, c'est un continent ouvert, mais l'Europe doit prendre conscience de sa puissance et l'Europe doit prendre conscience aussi qu'elle doit s'organiser pour que sa défense dans tous les espaces contestés que j'ai rappelés tout à l'heure, soit clairement pris en main comme il se doit. Et qu'on ne dépende pas pour ce faire de pays tiers qui eux-mêmes, par ailleurs, ont des systèmes politiques qui peuvent changer, par exemple, tous les 4 ans. Et moi, j'ai pas envie qu'on joue notre défense tous les 4 ans à pile ou face, en fonction des élections américaines, par exemple. Donc, il faut évidemment qu'on renforce notre pôle de défense européenne, tout en gardant les spécificités de souveraineté dont j'ai rappelé tout à l'heure, mais en augmentant nos bases industrielles ou en mettant ensemble, dans les espaces contestés, ce que l'on peut faire, et c'est évidemment ce que nous faisons dans le cyberespace. Alors là-dedans, évidemment, quand on dit renforcer, ça veut dire, bien entendu, renforcer le développement et le déploiement de toute l'ensemble des capacités de cyberdéfense, avec un renforcement, c'est très important, de la coopération civilo-militaire qui doit rapporter, parce qu'on sait là encore une fois que les ressources sont rares. Donc il faut avoir, évidemment, on en parlait tout à l'heure, nous avons créé un corps quasiment d'experts maintenant, de spécialistes qui peuvent être mobilisables. Mais on sait qu'évidemment, avoir ses propres spécialistes, c'est difficile. On le sait, et ceux qui sont dans ce domaine, dans la défense stricto sensu le savent. Il faut recruter des compétences, c'est bien. Il faut pouvoir leur proposer des évolutions d'emploi. Il faut aussi avoir des salaires qui sont attractifs. Il faut pouvoir avoir des plans de carrière, c'est difficile. Et donc, toutes les coopérations
allons, on sait en revanche en matière de coopération identifier celles et ceux qui pourront travailler, y compris dans des domaines qui sont plus classifiés, mais il n'en demeure pas moins qu'il faut développer davantage ces coopérations donc civilo-militaires, et en particulier en matière de cyberdéfense. On a mis des outils en place, j'en dirai un mot tout à l'heure. Donc, prendre en considération de manière cohérente et systématique l'aspect de la cyberdéfense dans toutes nos actions. Et puis aussi, évidemment, il y a des problèmes d'investissement, j'en parlerai. Alors, je cite un exemple, par exemple, qui est assez illustratif de ce qu'on a fait. L'infrastructure des cyber-hubs de l'Union européenne, que nous mettons en place dans le cadre du règlement sur la cybersolidarité, et qui peut être étendue aujourd'hui à l'ensemble des acteurs de défense, sous réserve évidemment de protocoles de sécurité appropriés. Alors ce règlement sur la cyber-solidarité, je n'en avais pas parlé l'année dernière, il a été essayé, on l'a mis en place. Il a été voté et par le Parlement, donc c'est mes services qui ont proposé le texte législatif, voté par le Parlement, voté par le Conseil. On a eu les trilogues qui se sont tenus, donc on a obtenu l'accord politique. Donc maintenant, on est en phase finale donc, de l'application de ce règlement, qui est une loi, qui est un acte, encore une fois, législatif, sur lequel, donc, nous avons, grâce auquel, plutôt, nous allons pouvoir mettre en place un mécanisme d'urgence en matière de cybersécurité, c'est-à-dire des mécanismes, une gouvernance, donc, qui fait que lorsqu'il y a un incident dans un État membre, on a une gouvernance appropriée pour savoir qui parle à qui, comment on échange l'information. Vous le savez tous aussi bien que moi, ce qui est important en matière de cybersécurité, ce qui est important en matière de menaces, ce qui est important en matière d'actions intrusives, c'est évidemment le partage rapide d'informations, et puis compte tenu également de l'interconnexion massive qui est celle de l'Union européenne. Donc ça, c'est incorporé dans ce mécanisme, donc ce règlement de la cybersolidarité. Mécanisme d'urgence, ça a été très compliqué à faire, mais on y est arrivé et je suis personnellement très, très heureux parce que vraiment c'est une formidable coopération entre les États membres qui gardent évidemment la maîtrise de ce sur quoi ils veulent la garder, conformément encore une fois à leurs responsabilités natives, mais aussi qui s'organisent à mettre ensemble ce qui peut l'être à un niveau supérieur pour pouvoir répondre rapidement en tant que de besoin. Et puis il y a ce deuxième volet dont je parlais, c'est-à-dire que à partir du moment où il y a une menace qui s'est révélée, qui a été identifiée, voire un acte dont on commence à voir les impacts délétères, intrusifs, sur telle ou telle infrastructure critique, dans tel et tel établissement, que sais-je, il y a la nécessité d'avoir aussi des ressources. Et des ressources qui peuvent être ou qui doivent être mobilisées, pour certaines, en nombre. Donc là, on a créé aussi dans cette nouvelle loi, ce nouvel règlement sur la cybersolidarité, donc une réserve, on l'appelle une cyber-réserve, donc civile, de femmes et d'hommes, de spécialistes qui travaillent dans ces domaines, qui ont été identifiés, qui ont été volontaires, c'est la base du volontariat évidemment, et qui vont pouvoir être mobilisables en tant que de besoin pour 1 heure, pour 10 heures, pour 24 heures, pour 3 jours, avec les accords qui vont bien. C'est très efficace, on en a maintenant identifié plusieurs milliers, et je veux qu'on aille assez vite ici pour pouvoir avoir précisément cette cyber-réserve, en complément évidemment de ce qui se passe et des capacités dont disposent bien entendu les États membres, mais pour pouvoir intervenir donc en tant que de besoin. On voit là, et je vous le dis très clairement, il y a des pays évidemment qui sont bien dotés, qui sont bien organisés, la France en fait partie bien entendu, il y en a d'autres qui le sont moins, et pourtant qui sont très vulnérables. On peut penser en particulier, alors pas à tous, il y en a qui sont très sophistiqués, très avancés, mais d'autres moins, aux pays qui ont des frontières communes, notamment avec la Russie ou avec les tas d'opérations qui sont maintenant, hélas, ceux que nous connaissons en Ukraine. On sait que là, il y a évidemment tous les jours, nous avons des menaces, des actions délétères sur l'ensemble dans notre espace informationnel et dans notre cyberespace, on le sait, je ne vais pas m'éterniser dessus. Et donc là aussi, certains ont moins de ressources et de capacités à agir, mais dès qu'un point d'entrée a été identifié, c'est toute l'Europe qui peut être à ce moment-là remise en cause dans certains aspects, notamment critiques.
Et donc, cette cyber-réserve va pouvoir être mobilisable en tant que de besoin, avec évidemment à chaque fois l'aval des 27, selon le mécanisme de gouvernance dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a aussi un autre point, c'est que, ça c'est un projet sur lequel je travaille aussi depuis plusieurs années maintenant, donc pour répondre aux besoins que j'ai évoqués tout à l'heure, d'avoir, je dirais, des systèmes de protection, de détection, d'anticipation donc du cyberespace. Donc on a l'ambition de couvrir l'Europe, l'Union européenne, donc d'un certain nombre de SOCs, Security Operational Centers, donc, qui sont donc des supercalculateurs évidemment, dotés évidemment des logiciels qui vont bien, beaucoup d'intelligence artificielle maintenant bien entendu, des algorithmes spécifiques qui sont maintenant très performants et qui nous permettent de détecter les menaces de façon très précoce sur un nombre très important d'infrastructures critiques qui sont couverts donc par ces SOC. Donc en gros, une quinzaine de SOC peuvent avoir un véritable cyberdome au niveau européen. On a commencé déjà à en déployer 3, donc en POC, donc Proof of Concept, c'est-à-dire des sites tests. Ça fonctionne formidablement bien. Et donc l'ambition que nous avons et que j'ai, c'est notamment dans le cadre de la réflexion que je mène par ailleurs sur les augmentations de moyens qu'il nous faut pour protéger l'ensemble de l'Union européenne et augmenter sa capacité, sa base industrielle à la main des États, bien entendu, mais aussi se donner les moyens d'être plus actifs dans les espaces contestés. Donc, c'est l'enveloppe sur laquelle je me bats pour continuer à déployer donc ces SOC et avoir très rapidement un véritable cyberdome qui nous permette donc de détecter de façon très précoce. Quand je dis très précoce, hein, c'est un malware 200 jours avant d'être identifié. Un SOC, c'est maintenant quelques heures, voire quelques minutes. Donc on est vraiment dans des capacités extrêmement actives, donc de pouvoir intervenir très en amont donc des menaces et plus que ça, des actions délétères. Alors, un point, si vous le permettez, pour conclure sur le cyber et l'intelligence artificielle. Alors évidemment, on le sait, hein, l'émergence de l'intelligence artificielle, c'est bien pour nous. Je viens d'en parler indirectement avec les SOC, puisque c'est grâce à ça qu'on a les programmes spécifiques qui nous permettent de détecter très en amont donc les signaux très faibles qui peuvent nous laisser penser qu'il y a une menace qui est apparue ici ou là. Mais malheureusement, c'est ce qu'on apprend tous, hein, c'est que dans le numérique et en matière de cyber et en matière de protection, il y a toujours les deux côtés de la pièce, le côté positif et le côté négatif, le côté plus et le côté sombre. Et dans le côté sombre, aujourd'hui sur le dark web, vous pouvez trouver quasiment des modèles commerciaux style ransomware as a service que les cybercriminels, qui ne sont plus automatiquement, qui n'ont plus à être des hackers un peu plus spécialisés, peuvent acheter et tout simplement se faire son petit business de ransomware en déployant tout simplement, grâce à ces logiciels qui comportent évidemment des applications d'intelligence artificielle, commettre leurs crimes et leurs méfaits. Alors évidemment, là c'est vraiment très important parce que j'ai parlé de la pénétration, la surface de risque, j'ai parlé évidemment de la capacité de nous défendre à 27 et individuellement, en matière plus militaire, on va dire. Et là maintenant, il y a l'aspect évidemment économique. Et sur l'aspect économique, vous le savez, hein, il y a un certain nombre d'analyses qui sont là, il faut les prendre toujours avec beaucoup de prudence. Hein, mais enfin, les montants sont considérables. Certains vont même jusqu'à dire que lorsque l'on cumule tous les méfaits, les dommages qui sont causés par, je dirais, les effets délétères dans le cyberespace, c'est pratiquement la troisième économie du monde à 1500 milliards d'euros. Donc c'est des montants qui sont certainement considérables. Je prends toujours ces évaluations avec prudence, mais l'ampleur est là, on le sait. C'est des montants tout à fait considérables qui peuvent affecter non seulement le fonctionnement de nos infrastructures critiques, de nos hôpitaux, de nos infrastructures en mobilité ou en transport d'énergie, mais aussi évidemment l'ensemble de notre activité économique.
Et donc là, évidemment, il est très important d'avoir des outils qui soient basés sur l'IA pour nous permettre de détecter et d'atténuer les menaces avec une très grande vitesse. J'ai parlé des SOC, qui sont donc dotés eux-mêmes de logiciels très spécifiques et très avancés et très performants en matière d'intelligence artificielle. Donc il faut qu'on réponde de plus en plus à cela et que nous travaillons évidemment à utiliser, d'où encore une fois le partage d'expériences, le partage d'informations instantané et le plus rapidement possible pour avoir ensuite rentré ça dans nos bases de données et pouvoir encore une fois identifier les signaux les plus faibles possibles pour intervenir le plus en amont possible. IA donc pour les criminels, IA pour nous protéger, et puis IA aussi pour permettre, et je voudrais en dire un petit mot, pour permettre aussi de développer les applications nouvelles. Et c'est dans ce contexte, comme vous le savez, que nous avons non seulement, je vais en dire un petit mot, fait voter, et désormais il est maintenant en application, il sera en application dans quelques mois, mais le texte est voté, donc l'AI Act, qui nous permet donc de mieux organiser l'usage de l'intelligence artificielle de façon très souple, très simple, tout à fait pro-innovation, mais c'est basé sur le risque, sur les risques que peut générer, produire l'intelligence artificielle, avec un volet complémentaire, qui est un volet que nous avons annoncé il y a quelques semaines. On appelait ça un paquet innovation en matière d'intelligence artificielle. Vous savez que nous disposons en Europe du plus large réseau de supercalculateurs au monde connecté, le réseau Euro-HPC, donc avec les plus puissants ordinateurs au monde. On ne se sait pas, mais enfin c'est la puissance de calcul la plus importante mise en réseau, pour des usages évidemment privés, mais pour des usages aussi publics. Euro-HPC est donc constitué d'un nombre important dans beaucoup de pays de supercalculateurs, y compris des exascales. On a parmi les 3 plus puissants au monde, 2 sont en Europe. Exascale, on n'est même plus en pré-exascale, on va être en exascale. Et donc ces supercalculateurs mis en réseau, financés pour moitié par l'ensemble de l'Union européenne, c'est donc service dont j'ai la charge avec la DG Connect, mais également donc pour autre moitié par les États membres dans lesquels ces supercalculateurs et les centres associés se trouvent. Eh bien, on a décidé de mettre à la disposition des startups qui voudraient venir développer leurs activités en matière d'intelligence artificielle en Europe, la capacité d'accès à ces réseaux, donc à des conditions tout à fait préférentielles, voire gratuites. On sait que ce qui est très très important, l'un des goulets d'étranglement en matière d'intelligence artificielle, c'est évidemment l'accès à la puissance de calcul qui va vous permettre de pouvoir entraîner vos modèles. On sait que certains, du reste, qui disaient qu'ils faisaient ça pour le bien de l'humanité, ont fini par dévoiler que non, il n'était qu'un faux nez commercial d'autres qui avaient cette puissance de calcul et qui la mettaient à disposition. Je ne citerai personne, mais vous l'aurez reconnu. Du reste, j'ai cru comprendre que Elon Musk faisait un procès à ceux qui lui avaient raconté cette histoire. Voilà, pour nous, les choses sont beaucoup plus simples. Elles sont aussi beaucoup plus claires. Si vous venez en Europe, et si vous êtes une start-up, vous allez avoir cette capacité à avoir l'accès à ces supercalculateurs, donc pour pouvoir précisément développer et entraîner vos modèles, y compris évidemment dans tout ce qui concerne l'intelligence artificielle. Cette réglementation sur l'intelligence artificielle basée uniquement sur les risques, donc en matière d'usage et de services, on n'a pas voulu réguler la technologie. Le Parlement a voulu rajouter, encore une fois, on est une démocratie. Donc nous, la Commission propose les textes de loi, le Parlement les amende, c'est la loi, et c'est évidemment la démocratie, le Conseil les amende, et après ça, on réunit l'ensemble dans ce qu'on appelle un trilogue. Le Parlement avait rajouté la volonté de pouvoir réguler donc, les modèles très puissants, d'intelligence artificielle générative, évidemment, dit Foundation Models. Bon, c'est la démocratie, donc il faut l'écouter. On a eu un trilogue qui a duré 38 heures. C'est le plus long trilogue de l'histoire de l'Union européenne. 38 heures d'affilée pour faire converger les deux parties. C'était évidemment moi qui étais à la manœuvre avec les deux co-législateurs. C'est les co-législateurs qui doivent trouver un accord sous le regard et avec l'appui de la Commission et du commissaire qui est en charge. On a trouvé un très bon accord. On a remonté de façon très très puissante les limitations sur les modèles génératifs. Et donc, on a trouvé cet accord qui nous permet désormais
d'avoir aucune contrainte sur tout ce qui est innovation, aucune contrainte sur ce qui est recherche, la disponibilité évidemment à ce que je vous disais, donc sur les puissances de calcul et d'entraînement des modèles, et puis aussi évidemment de la lisibilité. On sait désormais où on investit, comment on investit. Si on veut faire des modèles d'intelligence artificielle qui traitent de la santé, on sait les précautions qu'il faut prendre pour les datasets. Si on veut faire des modèles, Agnès en parlait à l'instant, qui font du social scoring, eh ben c'est interdit. Si on veut faire des modèles qui permettent d'entraîner, je dirais, des capacités de détection, usage biométrique, etc., c'est faisable, mais il y a un certain nombre de précautions à prendre. Et c'est un domaine qui est tout à fait important et qui sera évidemment très très utile. C'est pour ça que je voulais le mentionner à la fin, qui va être extrêmement utile évidemment pour toutes celles et tous ceux qui vont vouloir venir en Europe et qui sont, évidemment, on l'espère surtout, nos start-up européennes, nos entreprises européennes. On a des talents absolument exceptionnels. Le troisième volet de l'intelligence artificielle, c'est évidemment les talents et c'est évidemment la capacité, la pertinence des algorithmes qu'ils vont générer. Je peux dire qu'on a parmi les meilleurs au monde. Et c'est pour ça qu'il fallait leur donner cet environnement où la clarté, la lisibilité fait partie finalement je dirais des éléments importants pour pouvoir savoir où et comment innover. Voilà, donc pour conclure, donc, vous voyez qu'on a vraiment essayé de bâtir pas à pas je dirais des façons de travailler ensemble, avec aussi des lois qui nous protègent, qui nous permettent aussi d'aller plus loin, de créer de la solidarité lorsque c'est possible entre les 27, qui utilisent et qui maîtrisent l'ensemble des technologies. C'est pas une mauvaise idée de mettre des ingénieurs à la Commission européenne, parce que c'est des domaines où il vaut mieux comprendre un petit peu ce dont pourquoi on parle, même si évidemment on est primus inter pares, on est entouré de grands spécialistes. Mais je pense que c'est pas idiot d'avoir des ingénieurs, c'est une petite assise personnelle, pour traiter ces questions, qui sont des questions évidemment aussi éminemment politiques. Et des questions politiques, mais enfin, dans des domaines où les technologies évoluent. On a maintenant vraiment, un point par parenthèse, s'il y en a qui veulent venir travailler à la Commission, vous êtes les bienvenus, je ne vais pas faire de prosélytisme, enfin voilà, on a des équipes absolument exceptionnelles. Je pense qu'on va bientôt avoir le plus grand nombre de PhD dans ces domaines, en matière de data scientist, d'intelligence artificielle, qui sont là pour travailler pendant quelques temps, du reste ça peut être 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, peut-être même plus, pour l'intérêt général européen. Et vous voyez, par les temps qui courent, travailler pour l'intérêt général, c'est quelque chose qui est assez motivant. C'est rassurant, en tout cas. Moi, ça me rassure pour un nombre important de jeunes, y compris de jeunes femmes. On a vu Agnès tout à l'heure, qui travaillait dans une grande entreprise et qui a décidé de venir servir l'intérêt général. Et on en a beaucoup d'autres comme ça. Donc, à bon entendeur, salut, s'il y en a dans la salle. Vous êtes évidemment les bienvenus à venir frapper à notre porte. Voilà donc ce que je voulais vous dire. Voilà ce que nous avons accompli depuis 2019. Bien sûr, on a maintenant l'ensemble des outils. Il faut les faire fonctionner. On sait que, là encore, l'exécution dans la vie publique, comme dans la vie d'entreprise, comme dans la vie tout court, c'est toujours beaucoup plus compliqué que la stratégie. Mais avant tout, il fallait avoir une stratégie, il fallait avoir une vision. La vision, on l'avait, on l'a déroulée, on l'a traduite ensuite en actes législatifs, on l'a fait accepter par notre démocratie, et c'était extrêmement important. Notre démocratie a accepté tout ce que je vous dis. Elle l'a voté. Le Parlement européen, le Conseil européen ont voté l'un et l'autre l'ensemble de tout ce que je viens de vous narrer. Et donc, moi, ça me donne finalement plutôt, dans le monde tellement incertain qui est le nôtre, au niveau planétaire, ça me donne plutôt confiance. Je conclurai en vous disant, vous voyez, je parlais tout à l'heure des États-Unis, on voit ce qui se passe en Chine, on voit ce qui se passe évidemment en Russie. Pour faire tout ça, il faut avoir une vision, il faut avoir de la détermination, des fois un peu de courage. Il faut surtout être totalement imperméable aux lobbies. Ils sont très puissants, mais c'est la vie. C'est la vie de notre démocratie. Et au fond, moi, le fait d'avoir eu le parcours qui était le mien avant, je le connais tous.
Ça m'a permis d'être assez zen, mais aussi direct, quand ils ont voulu m'attaquer, et croyez-moi, qu'ils ont voulu m'attaquer en permanence. Et il y a quelques semaines, la numéro 2 du département d'État américain, je ne dirai pas son nom, est venue me voir. Elle m'a dit, Commissioner Breton, in the name of the United States of America, I would like to tell you thank you. Bon, ben, merci. Mais thank you why? For everything together with your team, you have done in the digital space. Ah ben, je dis, c'est gentil parce que vous ne m'avez pas toujours aidé au début. il a fallu se battre, il a fallu vous expliquer. Et puis enfin, j'ai eu... Yes, but we were wrong, and you were right. Merci beaucoup.